Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai l'intention, dans ce webinaire-là, de vous parler de profil de sol, en particulier la préparation avant d'aller au champ. On va couvrir aussi les grandes étapes qu'on fait au champ. On va parler de texture, de structure, que sont les deux grandes propriétés physiques du sol. On va glisser un mot sur l'eau et le drainage, la compaction, et ça va se terminer avec les constats et la conclusion. Alors, quand on parle de santé du sol ou qualité du sol, pour moi, c'est à peu près synonyme, sauf que j'aime beaucoup parler de santé du sol parce que on pense tout de suite à la santé humaine en parlant de santé du sol. Le sol est un écosystème vivant. On se l'est fait dire plusieurs fois, il y a plus d'organismes vivants dans une poignée de sol qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Comme chez les humains d'ailleurs, la santé du sol est d'abord une affaire de conditions physiques. On a eu tendance à l'oublier, on s'est concentré beaucoup sur les propriétés chimiques du sol. Quand on fait encore aujourd'hui une analyse de sol traditionnelle, c'est principalement les propriétés chimiques qui retiennent notre attention depuis plusieurs années d'ailleurs. Mais il y a les composantes biologiques et physiques aussi, il ne faudrait pas négliger. En fait, il faudrait les mettre même prioritaires. Comme en poursuivant le parallèle avec la santé humaine, en santé humaine, on va chez le médecin pour avoir un diagnostic, un examen avant tout traitement. Bien, c'est un peu la même chose avec le sol. On va faire des profils de sol pour établir un diagnostic, un examen et un diagnostic, une auscultation, autrement dit. L'examen ne se concentre pas uniquement sur le chimique, au contraire, on va le voir tantôt. Le laboratoire ne peut faire ça à votre place. Ça, c'est peut-être un point plus personnel. À mon avis, autrement dit, je pense qu'il n'y a pas de tests de laboratoire qui peuvent remplacer les profils de sol. Et puis, c'est une démarche de développement de compétences, si on veut, ce qui est irremplaçable quant à moi. Et l'autre problème que je vois avec les analyses de laboratoire, les tests de santé des sols faits en laboratoire, c'est que les données, je ne suis pas convaincu de leur représentativité en termes de, par exemple, d'activité microbienne ou de résistance de la structure, entre autres, et compaction aussi. Moi, je catégorise les objectifs des profils de sol en trois grands types. Connaissance générale des sols que l'on cultive, ce qui est toujours une bonne chose. Deuxièmement, diagnostic des problèmes de sol causant des pertes de rendement, genre pulvérisation, compaction, nappe perchée, écoulement latéral et sources, texture extrême et tout ça. C'est probablement l'objectif le plus commun quand on va faire des profils de sol au champ. En ce qui me concerne, en tout cas, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des champs qui nous causent problème, qui, malgré une analyse de sol chimique très belle, ne donnent pas les rendements escomptés. Et souvent, ils montrent des baisses de rendement aussi. Et finalement, diagnostic des problèmes de drainage. Évidemment, ces objectifs-là ne sont pas exclusifs. Là. On peut les atteindre tous les trois en faisant une sortie au champ. Mais c'est aussi, ça peut être des profils de sol plus spécialisés en drainage qu'on va faire. Et je pense qu'il y a aussi un besoin pour ça. Quoique ça n'a pas été la majorité des cas là, dans ma carrière, en tout cas moi. Là. Avant d'aller au champ, on essaie de rassembler toute l'information pertinente disponible. Et il y en a de l'information disponible. L'analyse de sol chimique, il ne faut pas l'oublier, hein, le plan de fertilisation avec l'historique des champs, mais l'analyse de sol chimique aussi, parce comme je le disais tantôt, le physique et le biologique, peut-être on devrait se concentrer là-dessus, mais il ne faut pas négliger non plus l'analyse de sol chimique. Par exemple, on peut avoir des problèmes de pH acide, entre autres choses, mais la teneur en matière organique aussi peut être un indicateur. Donc, il faut pardon. D'ailleurs, on les a pour tous les champs cultivés, donc on ne les négligera pas. InfoSol est un outil extraordinaire aussi parce qu'il ramasse dans un site beaucoup d'informations là, de pédologie, par exemple, de l'hydrologie, plan de drainage, topographie, le relief, l'utilisation de superficie à différentes époques, etc., etc. Les rapports et les cartes pédologiques aussi sont des outils qui sont malheureusement négligés,
sous-utilisé et je pense qu'il y a beaucoup d'informations à les tirer de ça. Donc, dans la mesure du possible, on va ramasser cette information-là avant de se rendre au champ. On va préparer notre sortie avec ces outils-là. Et puis, il y en avoir beaucoup d'autres aussi, comme les plans de drainage, par exemple, etc. C'est un exemple d'infosol, une captation d'écran d'infosol. Comme vous voyez, vous avez un menu avec différentes sections. Vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations là-dessus. Mais je ne passerai pas beaucoup de temps sur Infosol parce que mon collègue Ghislain Poisson, je pense, va vous en parler lors d'un autre webinaire plus tard. Mais il y a aussi un guide d'utilisateur pour Infosol. Donc, c'est un genre d'outil qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant. Moi, la plupart du temps, je comptais sur les cartes pédologiques et les rapports pédologiques traditionnels, là, version papier, qui sont tout numérisés maintenant. Là, on peut avoir ça aussi sur Internet. Là. Et ici, c'est un exemple, c'est la carte pédologique du comté d'Iberville. C'est sûr qu'il faut avoir une vision plus précise là, des différents types de sols, mais c'est de l'information qui est utile à ramasser avant de se rendre sur le terrain. Puis le rapport pédologique qui va avec fait une description plus détaillée de toutes les séries de sols, incluant puis mettre leur importance en termes de superficie cultivée, puis le potentiel agricole aussi, puis les limites à l'utilisation agricole des différentes séries de sols. Maintenant, selon les comtés, les anciens comtés, il y en a qui datent de plus longtemps que d'autres, mais on en a des récents encore pour plusieurs régions. C'est encore d'information qui est excessivement utile, évidemment, là, pour en majorité des propriétés intrinsèques au sol, c'est-à-dire des choses qui ne changeront pas malgré les pratiques culturelles. Donc, c'est important d'y référer. Au Québec, au Canada, en fait, il y a 10, ce qu'on appelle des ordres de sol dans la taxonomie des sols, taxonomie système canadien. Il y a 10 ordres de sol. Il y a dans l'Ouest, on parle de carnosème, de l'uvisol aussi, régosol, etc. Au Québec, les plus importants sont le podzol, glissol et brunisol. Les tiles, ça, c'est un autre, c'est pas un ordre de sol comme tel, là, mais c'est un type de genèse des sols, c'est des dépôts glaciaires qui sont accumulés. Puis il y a certaines régions, en Chaudière-Appalaches, entre autres, puis en Estrie, qui en a pas mal de ces îles-là. Ça peut être toutes sortes de textures un peu mélangées. Ça peut être, il y a une caractéristique, c'est-à-dire une profondeur qui est plutôt mince en général, et il y a beaucoup de cailloux, de fragments grossiers dedans en général. Mais dans les basses-terres du Saint-Laurent et dans les grandes régions cultivées au Québec, puis on en retrouve souvent le podzol, qui est un sol plutôt souvent des textures plus sableuses, lessivées, acides, parce que les bases ont été entraînées vers le fond, vers les horizons inférieurs, par la pluie, puis la fonte des neiges, etc. C'est des sols qui n'ont pas une capacité de rétention d'éléments fertilisants et d'eau aussi. Ils ont l'avantage d'être bien drainés, par contre, là. Mais ça, on en retrouve passablement. Pas tellement dans la région centrale, mais plus dans les régions comme, encore là, Chaudière-Appalaches ou de la Naudière aussi, etc. Les sols typiques, ici, une argile Sainte-Rosalie, c'est des sols qui, en général, ont une texture plus fine, donc plus argileuse, mais pas nécessairement. Il y a des loams sableux qui sont de type glissol aussi, mais enfin, ils ont la propriété d'avoir un drainage beaucoup plus lent, sont souvent situés dans les bas-reliefs et c'est ça, ils se drainent beaucoup plus difficilement. Leur limite, souvent, c'est l'oxygène qu'on n'a pas dans ces sols-là. On voit souvent, ici, c'est un profil où ce serait difficile à voir, mais des fois, dans les sols, souvent, on voit des marbrures aussi, des taches de rouille dans le profil. On va y revenir à ça. Et le brunisol, les brunisols qui ne correspondent pas à aucune des autres familles, c'est un peu une famille, un ordre fourre-tout, si on veut, là, avec des horizons qui sont ici. On voit un horizon de surface de matière organique, mais en dessous, souvent, c'est des sols de couleur, de teinte assez uniforme. Et puis de texture intermédiaire aussi. Maintenant, moi, je considère qu'il y a deux types de profils de sol, là, les pédologiques et les agronomiques. Pour moi, ça représente deux approches complémentaires, puis on peut aller chercher, comme agronome, beaucoup d'informations, comme je le disais, dans les rapports pédologiques, mais aussi dans les expériences, les suivis que font les pédologues sur nos sols.
Le pédologue, en général, décrit le profil comme s'il était à l'état naturel, une vision plus scientifique et plus statique. L'agronome décrit le profil en mettant l'accent sur les effets des pratiques passées et futures, une vision qui est plus prosaïque et plus dynamique aussi. Mais les deux, comme je le disais, sont parfaitement complémentaires. Les descriptions pédologiques des profils de sol sont une ressource très importante pour nous, les agronomes. Mais il faut l'interpréter puis l'amener même au niveau de la recommandation aux producteurs. Donc, interpréter beaucoup de données, beaucoup de notions pédologiques en tenant compte de l'influence que les techniques culturelles vont avoir sur ces propriétés-là. Maintenant, rendu au champ, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être c'est une diapo qui est plus importante ici, là. C'est en fait, c'est quoi la méthode, en gros, là, des profils de sol? Quand je débarque dans un champ, moi, personnellement, puis il peut y avoir des variantes à ça, là, mais j'essaie de faire le tour du champ, de parcourir le champ, idéalement avec le producteur. C'est important que le producteur soit là pour identifier, dans la mesure du possible, pour identifier les zones moins productives, quand ce n'est pas possible, quand il n'y a pas de culture, par exemple. Examiner le pourtour, le périmètre pour voir s'il y a de l'obstruction au niveau des canalisations, des fossés qui sont remplis d'obstruction. Pour éviter que l'eau soit refoulée à l'intérieur du champ, parce qu'on peut se casser la tête longtemps, puis essayer de trouver une solution à l'intérieur du champ, mais si l'eau n'arrive pas à sortir du champ, il n'y a rien à faire, là. Quant à moi, c'est prioritaire pour aller voir que l'eau s'écoule bien à l'extérieur, à l'exutoire du champ, vers le pourtour, vers les fossés et les cours d'eau. En gros, je constate qu'il y a 3 composantes à la méthode des profils de sol. On a l'historique par le producteur, on a l'analyse de sol chimique avec le PAF et l'agronome qui fait le service conseil à la ferme. Puis on a la troisième qui est une combinaison des deux, l'examen des profils de sol. Ça ne prend pas des outils très, très sophistiqués. Là, comme vous dites, ça se limite à 3 choses, quant à moi, là, qu'elle a mesuré, une pelle ronde puis un couteau. Malgré tout, il ne faut pas penser que c'est si primaire que ça, là. C'est assez scientifique. En fait, il y a beaucoup d'applications de notions scientifiques quand on fait des profils de sol, à commencer par la méthode. C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que, par exemple, si on y va pour diagnostiquer des problèmes de rendement, on part avec l'hypothèse que c'est lié à quelque chose qui se passe dans le profil de sol. Donc, on va isoler tous les autres facteurs, la culture, la texture de sol, le climat, évidemment, c'est dans le même champ, donc c'est pas ça qui va faire varier. La préparation du sol, l'historique du champ aussi. Donc, tout est pareil. Et on isole quelque chose qui est relié à la structure pour faire une corrélation, même plus que ça, un lien de cause à effet sur le rendement qu'on observe à la surface. En général, j'aime travailler en profil pairé. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des profils dans des zones de champs qui sont endommagées et dans d'autres zones qui le sont moins. Et pairés dans le sens qu'ils seront en proximité, ils ne seront pas tellement loin l'un de l'autre pour conserver justement tous les autres facteurs assez égaux. On vise à 80 cm de profond. Et c'est important ça aussi parce que ça prend au moins ça. Donc, il faut partir assez large. Il faut avoir au moins 30 pouces, 60 à 70 cm de diamètre en surface là, pour descendre cette profondeur-là. Donc, disons 24 à 30 pouces de large en diamètre, puis on descend jusqu'à 80-90 cm de profond, certainement. Là. 30 pouces, 32 pouces. Donc, c'est ça, on marche toujours avec un profil problème et un profil témoin. Puis, à partir de là, on fait des observations. Des propriétés physiques et des propriétés biologiques. Dans les propriétés physiques, on parle de texture, pédologie, structure, le travail du sol. La structure, c'est très important, on va y revenir. La densité, couleur et marbrure, écoulement de l'eau aussi. En particulier, si on fait un diagnostic de drainage souterrain. Dans les propriétés biologiques, on va résidus, matière organique, racines, macropores, vers de terre, odeur, etc. Et un point qui est important ici, c'est-à-dire que l'idée de travailler avec des profils pairés, c'est que ça nous enlève beaucoup
d'exigence, disons, d'être compétent dans des notions pédologiques parce qu'on va travailler beaucoup en termes relatifs, même un horizon par rapport à l'autre. Par exemple, pour ce qui est de la densité du sol, bien, avec le couteau, on va évaluer un horizon par rapport à un autre et aussi un même horizon du profil témoin à l'horizon du profil problème. Et très souvent, les différences sont très facilement visibles là, à l'œil nu. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin en général, là, on peut se contenter d'évaluations qualitatives et relatives aussi. Et souvent, les causes de notre problème de rendement vont sauter aux yeux. On n'a pas besoin d'avoir une formation. C'est sûr que les premiers profils de sol, quand on se fait aider, ça va toujours mieux. Mais quand on y prend en groupe, on en fait quelques-uns, à un moment donné, la méthode nous permet d'aller assez rapidement puis de faire des constats assez précis sur les problèmes qu'on a, qui expliquent le problème de rendement. Avec l'historique que le producteur nous fournit, avec l'analyse de sol chimique et le plan de fertilisation aussi. C'est des éléments qui sont incontournables quant à moi. Donc, comme je le disais, l'une des premières choses, c'est d'examiner le pourtour, le périmètre du champ, puis de faire le tour. Dans ce cas-ci, on avait une sortie de drain, peut-être qu'il y en avait plusieurs, là, complètement bloqués, à l'oc de fer en plus qui était écrasé. Donc, c'est sûr que c'est la première démarche. Il faut les garder nettes, les sorties de drain, et idéalement, même les identifier avec un piquet. Et il faut les inspecter au moins une fois par année aussi. C'est une photo, exemple, d'un champ qui montre une variabilité. Ce qui est le fun avec les problèmes de rendement, c'est que à peu près tout le temps, les champs ne sont pas uniformément mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont moins pires que d'autres. Puis ça, c'est une photo typique d'un champ d'orge. Et l'orge est probablement la culture la plus sensible aux problèmes de profil de sol, là. De l'extérieur, on voit, là, c'était avancé au mois de juin, là, mais on voit déjà la variabilité à l'intérieur de ce champ-là. C'est certain qu'il ne donnera pas un gros rendement, là. Puis d'ailleurs, plus tard en saison, quand je suis retourné dans ce champ-là au moment du battage, on remarquait qu'il y avait des zones à 1 tonne à l'hectare de rendement, d'autres zones à 4,5 tonnes à l'hectare de rendement. Évidemment, si on avait l'ensemble du champ à ce niveau de rendement-là, on n'aurait pas de problème. Mais ce qui arrive, c'est qu'il se passe quelque chose dans le sol parce que, évidemment, tous les autres facteurs sont égaux, là. Il y a eu le même climat entre les deux, la même pluviométrie, c'est le même type de sol, c'est la même variété, la même date de semis, la même fertilisation, etc., etc. Tout est pareil, sauf qu'on se ramasse avec des rendements extrêmement variables. C'est ça le problème qu'on voit, et même ça s'accentue avec les années, je dirais, c'est que là, c'est un cas assez flagrant, mais même dans le soya ou dans le maïs, on voit, et dans le foin aussi, en particulier dans le foin, on voit cette variabilité-là à l'intérieur des champs se creuser avec le temps, je dirais. Donc, ce champ-là, dans l'ensemble, il n'a pas donné 2 tonnes à l'hectare parce qu'il y avait il y avait tellement de zones de mauvais rendement qu'il n'a pas donné un rendement moyen convenable, même pas suffisant pour payer les coûts de battage. Il y a plein de questions que, quand on n'a pas le réflexe de vérifier le profil de sol, il y a plein de questions qui peuvent nous apparaître et puis on est un peu désemparé face à tout ça. On se demande qu'est-ce qui se passe. Mais beaucoup de ces hypothèses-là s'éliminent par elles-mêmes en faisant les profils de sol. Pardon. Un cas de luzerne, encore là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais dans plusieurs régions de tout temps, des producteurs laitiers qui nous disent je ne sais pas ce qui se passe dans mon champ, je sème de la luzerne, puis au bout de 2 ans, je vois mes drains parce que la luzerne survit uniquement sur les drains. C'est aussi un symptôme. Vous voyez que là, on est rendu dans le diagnostic, on arrive au champ, puis on voit l'hétérogénéité de la culture liée à un problème de structure de sol. C'est quasiment certain là, qu'en faisant des profils,
dans une belle zone versus une zone endommagée, on va voir tout de suite une zone de compaction qui empêche la luzerne de survivre. La première année, la luzerne, elle va souvent passer sans problème parce que sa racine n'est pas encore rendue à la zone de compaction. Mais à un moment donné, là, elle frappe la zone de compaction, puis elle bifurque. Puis là, elle est extrêmement sensible au gel et à la mortalité hivernale. Je dis ça comme si c'était une recette infaillible, là, puis ça se passait tout le temps comme ça. Mais non, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mais c'est commun, c'est typique ça. Puis il faut absolument faire de profil, ne pas se fier évidemment seulement qu'à la surface du sol, mais faire un profil, constater des situations comme celle-là. Quand on creuse aussi, je ne vous l'ai peut-être pas dit encore, mais moi ce que je trouve un des indices les plus fiables, c'est comment que quand on pèle à la pelle ronde, on voit comment que les mottes se défont. Puis on les prend, les mottes, puis on les défait au couteau ou avec nos mains. Puis on voit comment que les mottes se défait. Puis c'est tellement banal qu'on néglige cet aspect-là, mais quant à moi, c'est, comme je le disais, là, c'est l'indice probablement le plus fiable pour nous dire quel genre de structure. Il n'y a pas d'autre moyen d'ailleurs pour le faire, là. Ici, c'est un exemple où, en creusant, ben, on dépose la terre d'un côté, c'était friable jusqu'à l'atteinte à peu près à 10 pouces, 10-11 pouces de profond, un horizon complètement gris, compact. La couleur du sol, c'est une indication aussi, comme je le disais tantôt, que c'est une propriété physique du sol qu'on regarde, évidemment. Souvent, elle nous saute aux yeux d'ailleurs, là. Puis on peut voir que souvent, les zones grises, les zones compactées, sont beaucoup plus grises. Et puis c'est normal, ils sont privés d'oxygène. Donc, le fer dans le, dans l'horizon de sol reste sous forme réduite et non pas oxydée. Et puis, il ne développera jamais de coloration rouille tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'aération. L'air dans le sol est essentiel. Là. C'est un petit diagramme que j'aime bien montrer parce que ce qu'on a en Montérégie, souvent, là, dans les quelques études qu'on a sur le sujet de la porosité, c'est qu'on est rendu dans les sols compacts, les sols argileux compacts de la Montérégie, on est à 8 à 10 du volume de sol qui est occupé par la porosité grossière, donc qui est occupé par l'air. C'est la portion du volume de sol qui subit le plus grande perte suite aux dommages causés à la structure de sol. Évidemment, ce n'est pas les particules minérales, ni même la matière organique, ni même la porosité fine, là, la microporosité qui retient de l'eau pendant longtemps, mais c'est plutôt la macroporosité et la mésoporosité aussi, des canaux d'aération dans le sol. Donc, le constat en général qu'on fait, le constat général qu'on fait souvent, c'est qu'on manque d'oxygène dans nos sols. De façon, dans une coupe schématisée de profil de sol compacté, bien, c'est ce qu'on voit ici à droite, là. Je vais prendre mon pointeur. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une zone de compaction ici. Le sol peut évoluer parce que les racines ne s'y rendent jamais. Tandis que dans un profil plus pas compacté, autrement dit, les racines peuvent se pénétrer ces horizons-là, créer de l'aération, créer de l'activité microbienne par leur exudat, puis faire finalement de l'agrégation. Il y a une bonne circulation d'air, un relâchement du gaz carbonique aussi, le drainage aussi. Tandis que de ce côté-ci, dans la zone compacte, évidemment, l'eau s'infiltre, puis elle n'a pas beaucoup d'endroits où aller, hein? Donc, elle va accumuler, puis elle va complètement occuper toute la porosité de surface, ce qui va asphyxier les racines. Toutes les plantes, toutes les cultures ont besoin de respirer par leurs racines. Puis malheureusement, c'est ce qui fait défaut la plupart du temps. Il y a même des formations de gaz toxiques, le N2O, le protoxyde d'azote, etc. Donc, c'est pas des conditions qui sont bonnes ni pour les cultures, ni pour les rendements, ni pour l'environnement non plus. Malheureusement, ce qu'on voit trop souvent. Donc, on va faire les profils de sol. Celui-là est peut-être un petit peu étroit, là, mais c'est en Beauce. On fait des profils de sol. On se rend compte que la surface de sol est friable, mais en dessous, il y a une zone de compaction. Vous voyez aussi la teinte plus grise du sol, là. Puis là, on n'est pas dans une argile, là. C'est vraiment un loam. Puis si vous regardez la couleur encore là, en profondeur, ça redevient plus brun, plus aéré.
Fait que c'est ici qu'il y a la zone de limitation des racines. Ce profil-là était difficile, ces profils-là ont été difficiles à creuser. Et en passant, je me rappelle bien, c'est un souvenir que où le producteur n'avait pas pu venir avec nous pour une raison X. Puis il avait demandé un rapport, mais je pense que ça n'y a pas beaucoup servi finalement. Il aurait fallu qu'il vienne constater ça de lui-même. Là. On sortait des blocs, même en profondeur, tandis que la surface travaillée était plus friable, mais ça ne laisse pas assez de... Les plantes, les racines de plantes ont besoin d'un minimum de 24 pouces de profil de sol pour se développer. Ici, à 5-6 pouces, ce n'est pas suffisant, évidemment. Donc ça, c'est facile à voir. Rendu au laboratoire, je ne suis pas sûr qu'un échantillon là, de ces horizons-là va paraître aussi bien que ça. Une autre photo du même profil, on voit aussi une zone de matière organique ici, là, une couche de matière organique. En surface, ici, dans une zone plus, si je reviens, on était dans une surface plus friable ici, plus grumeleuse. Mais ici, c'est plus massif en surface, déjà en surface. À la frontière, à la frontière entre l'horizon A et l'horizon B, on a une accumulation de couches de matière organique qui ne se décomposera pas plus que ça, qui se dispersera pas non pas plus que ça en agrégat. En dessous, on voit des marbreux diffuses, des marbreux d'aération, autrement dit causés par l'aération, mais très, très lent, sur une matrice de sol grise. Et en dessous, une meilleure aération encore ici. Et les galeries de vers de terre. Les vers de terre sont un indicateur plutôt confondant, je dirais, parce qu'il arrive souvent que même dans la grosse argile, ça, ce n'est pas le cas ici, là, mais dans la grosse argile, on va voir des galeries de vers de terre assez profondément. C'est sûr que c'est bon d'en avoir beaucoup, mais le fait qu'il y en ait juste un peu, comme ici, on était surpris d'en voir parce que c'est un sol très, très compact. Mais malgré tout, les vers de terre sont capables de percer ça. Mais ça ne veut pas dire que le sol est en santé pour autant. C'est sûr que s'il y en avait beaucoup, ça serait peut-être différent. Un sol complètement différent, un pas de sol. On voit ici un horizon de lessivé complètement. Là. Ça, quand on voit de la couleur cendrée comme ça, ce n'est pas vraiment gris, là, mais c'est plutôt blanc. C'est un horizon qui n'est vraiment pas fertile, pas du tout fertile, qui a été complètement lessivé. Les éléments fertilisants sont plus en profondeur. Mais encore ici, vous voyez qu'il y a un problème d'aération. Les marbreux sont... On voit des marbreux aussi. C'est un problème d'infiltration surtout. Parce qu'il peut arriver qu'il y a de la compaction, ou en tout cas de la compaction en formation dans les podzol aussi. Ça a un impact pratique important, puis on le voit dans un des projets que j'ai fait on a fait en Chaudière-Appalaches avec des clubs. On a pris des échantillons, on a creusé des trous pas mal plus importants pour essayer de dégager le plus possible toutes les racines des plants. Et puis, on a fait une douzaine de fermes comme ça. À chacune des fermes, on identifiait un champ, il y avait des zones hétérogènes comme ça, puis on comparait, on extrayait les plants, incluant les racines, puis on pesait, on coupait les plants au collet, puis on pesait les poids des racines par rapport au poids total euh, des plants. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les zones en moyenne, là, des 12 fermes, où il y avait de la compaction, ben, on avait une réduction de 77 des racines dans les zones de compaction. Ça explique beaucoup de choses en termes de productivité, puis en termes aussi de besoin en éléments fertilisants, parce qu'évidemment, là, la photo ne donne pas vraiment, n'est pas très représentative parce qu'on a passé sur deux dimensions, mais il y avait vraiment une réduction de 77 des racines. Puis évidemment, bien, ça limite beaucoup le pouvoir de la culture à aller chercher des éléments fertilisants, l'eau, l'aération, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de texture, mais avant toute chose, un mot sur les façons de faire les profils de sol. Puis beaucoup de gens cherchent à prendre des raccourcis en utilisant des équipements mécanisés comme ça pour faire les profils de sol. Quant à moi, il n'y a rien qui remplace l'appel, puis je mets cette photo-là parce que ça me rappelle que ce producteur laitier-là qui est en train de finir le profil de sol avec une barre de fer, là, il n'y a pas
il n'aurait pas compris aussi facilement si on avait travaillé avec l'appel mécanique ou avec un outil comme ça, là. Donc, je pense que moi, c'est indispensable. Même, c'est sûr, dans les démonstrations, c'est utile d'avoir des grandes tranchées, comme celle-là ici, là, avec des belles marches. Mais en général, c'est irremplaçable l'appel ronde. Travailler manuellement pour essayer de constater soi-même, avoir l'impression, là, puis voir vraiment constater par soi-même la densité du sol, par exemple, et la structure aussi. Je vais passer rapidement là-dessus parce que j'imagine que vous êtes au courant. La texture, bon, il y a 13 classes texturales dans le système canadien, là. Vous les avez toutes ici, là. Puis on peut faire analyser aussi au laboratoire pour être certain. Mais on peut aussi, on va le faire par la méthode du ruban, là, avec manuellement, là. On peut dégager pas mal, assez précisément les textures de sol de la même façon avec les 13 classes texturales. La texture, c'est une propriété évidemment qu'on ne peut pas changer. Ici, on voit en réalité, c'est la même texture de sol, ces deux échantillons-là, là. Mais on voit l'influence de la structure. Puis vous voyez les trous de verre de terre dans un bloc de terre compact, puis que les racines empruntent les trous de verre de terre. Mais c'est ça, la texture, on ne la change pas, mais la structure, on peut la changer beaucoup. Qu'est-ce qui va amener l'agrégation, comme on voit ici? Ben, c'est les racines à la longue. Mais ça, des blocs comme ça peut prendre énormément de temps. On ne parlera pas de sous-solage aujourd'hui, mais c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a une façon mécanique de briser ça, puis d'amener l'aération, permettre aux racines de pénétrer les horizons compacts, de relâcher des exudats, stimuler la vie microbienne qui va nous faire l'agrégation à long terme. Puis plus rapidement que si on comptait seulement sur les bactéries. Du limon il se dépose en profondeur. Ça, on voit ça de temps en temps aussi. Ça, c'est du limon à peu près pur, là, qu'on voit. C'est plutôt rare, mais je le mets parce qu'il n'y a pas de matière organique là-dedans. Là. C'est juste qu'il y a de la matière minérale sans aucune oxygénation, là. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Ça, c'est naturel en passant. Ce n'est pas forcément quelque chose qui a été créé par les pratiques du passé. À l'autre extrême, on a des sables comme ça, là, absolument sans structure, des grandes surfaces aussi. Quand on constate ça, c'est des sols qui sont extrêmement difficiles à structurer aussi parce qu'ils sont tellement sableux. Mais en les laissant en nu comme ça aussi, ça ne les aide pas, évidemment, là. La structure désirée qu'on veut, c'est une structure friable, grumeleuse. Hein? Elle est, en termes scientifiques, on va parler d'une structure polyédrique angulaire ou subangulaire. Plus c'est rond, plus les agrégats sont ronds, mieux c'est, autrement dit. Et puis ça, pour le tester, il faut tout simplement prendre des dimensions dans nos mains et regarder comment que ça se brise au couteau. Ce qu'on veut éviter, c'est les structures particulières ou amorphes, c'est-à-dire particulières, il n'y a pas de structure, c'est que les matières minérales se défont en poussière, si on veut, ou en grains de sable, ou à l'inverse, restent en bloc, comme dans les sols argileux sans structure. Bien, c'est une structure qu'on appelle massive, qui ne fera rien de bon en passant, là. Bien, il y a moyen de travailler là-dessus. La structure, contrairement à la texture, on peut l'améliorer avec les pratiques culturales. Donc, polyédrique angulaire ou granulaire, grumeleuse, c'est ce qu'on souhaite, peu importe la texture. Puis c'est ça l'objectif, là, notre recette qu'on veut obtenir, le gâteau qu'on veut obtenir, c'est ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas compliqué, c'est juste que ça prend du temps, puis il faut prendre du recul pour examiner ce qu'on a fait pas correct peut-être ou ce qu'il faut faire à l'avenir aussi. Mais la recette, peu importe les conditions, ça revient pas mal tout le temps au même. Il y a la structure lamellaire aussi qu'on ne souhaite pas. Ça, ce n'est pas une structure qui est développée. Maintenant, il y a des guides qui existent, là, le fameux VEST, là, Visual Evaluation of Soil Structure, qui est une version française maintenant aussi, là. C'est très utile pour nous aider en commençant, là, pour évaluer les structures de sol. Vous avez les traits distinctifs en termes de porosité, par exemple, pour à parler d'une structure friable, une structure très compacte. Pour différents sols, mais pour le même sol aussi, des photos qui illustrent un peu ce à quoi on peut s'attendre
avec des sols très compacts. Puis la grosseur des agrégats, l'apparence des fragments. La structure de sol est excessivement importante. Évidemment, là, sans aération, les racines étouffent et il n'y a pas de vie microbienne. Pas de vie microbienne, pas de minéralisation. Donc, c'est accès très limité aux éléments nutritifs. Comme je vous le disais tantôt, notre but, là, c'est comme producteur et comme agronome, c'est de parvenir à une structure de sol tellement friable que les racines se divisent dans le profil de façon très, très fine, puis vont augmenter, multiplier les surfaces d'échange et de contact avec l'eau, avec l'air et avec les éléments nutritifs. C'est ce qui fait qu'un sol en structure, avec une bonne structure va demander beaucoup moins d'éléments fertilisants qu'un sol compacté ou un sol pulvérisé. Donc, on veut un sol friable, aéré, infiltration rapide. Avec une bonne structure, les agrégats sont stables, ça permet une bonne rétention d'eau. Comme je le disais, c'est ce que je viens de raconter, là, c'est que l'accès est amélioré pour les éléments nutritifs, mais aussi pour la rétention en eau, la capacité au champ. Et c'est incroyable, on mesure ça en dizaines de mètres cubes d'eau à l'hectare, la capacité de rétention en eau utile d'un sol qui est bien structuré versus le même sol qui est moins bien structuré. Puis pour les épisodes de sécheresse, comme on a connu cette année, ça serait capital de travailler là-dessus en ce qui me concerne. C'est l'élément clé d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, la structure de sol. Il y a même un chercheur très connu qui parle du salut de l'humanité passe par la structure de sol, selon Ratan Lal, le professeur d'Ohio. Maintenant, quand on fait les diagnostics au champ aussi, puis qu'on voit de l'eau en surface comme ça aussi, là, c'est aussi lié à la structure de sol, parce que souvent, l'infiltration est limitée parce qu'il n'y a pas de structure ou une structure massive. Fait que l'eau, le problème n'est pas limité ici, remarquez, parce que cette eau-là provient probablement d'ici, puis elle coule vers l'épaisseur comme ça. Encore là, on fait un profil, comme on a fait là, dans ce cas-là, c'est le producteur qui fait le profil. Il se rend compte qu'en dessous, c'est plus sec. Donc, c'est que l'eau de surface a de la misère à pénétrer. Là, je vais vous parler un petit peu de ça, là, justement, les pratiques agricoles pour lesquelles il faut faire attention. Là. Le nivellement, par exemple, est-ce qu'il faut se poser la question pourquoi on intervient dans le champ de cette façon-là? Est-ce que c'est pour faire l'écoulement de l'eau de surface? Et si oui, est-ce que le problème n'est pas lié au fait que l'eau ne s'infiltre pas? C'est sûr que si on veut faire des pentes fines, puis il faut absolument qu'on ait des pentes dans le champ pour faire couler l'eau de surface, c'est qu'il y a peut-être un problème d'infiltration. Et curieusement, la lame niveleuse, là, elle n'aidera pas beaucoup à l'infiltration et à l'agrégation du sol. Ce qui fait que l'eau va rester en surface souvent. C'est sûr qu'elle va couler parce que là, maintenant, il va y avoir une pente, mais ça ne corrige pas le problème de fond qui est la structure de sol. Hein, quand on voit des racines coloniser les drains, souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est qu'ils vont respirer dans le drain. C'est aussi un symptôme, un signe de structure dégradée. On mesure de plus en plus maintenant, quand je vous parlais des propriétés physiques du sol qu'on observe au champ, je n'ai pas parlé d'infiltration, mais de plus en plus, on va regarder ça, l'infiltration, parce que c'est spectaculaire, les différences qu'on va avoir pour un même sol, bien travaillé ou mal travaillé, à différents horizons. On peut avoir des réductions de l'ordre de 80 à 90 de la vitesse d'infiltration de l'eau de surface. Donc, ça, c'est des constats qui nous font réaliser, on est toujours dans le diagnostic, vous voyez, puis avant d'intervenir avec le nivellement ou le drainage ou peu importe, le travail du sol en général, mais d'avoir une connaissance de c'est quoi l'état de santé de nos sols présentement avant d'intervenir. Puis ça passe par un diagnostic. Donc, comme je le disais, ça, c'est une photo prise d'un champ où l'eau, au printemps, est restée en surface. C'est un champ qui n'avait pas été travaillé. On voit que, bon, ben, il y a plusieurs solutions. À cette eau-là de surface, on peut attendre qu'elle se volatilise. C'est ce qu'on fait les premières années, d'ailleurs. On attend avant d'entrer dans le champ que l'eau se soit évaporée. Ou on peut procéder au nivellement, ou on peut procéder au drainage souterrain. Mais tout ça, c'est des moyens, des correctifs, si on veut, qui bypassent l'étape du diagnostic. Moi, je n'ai pas de problème avec le drainage souterrain, en autant que le diagnostic nous dise qu'on a un problème de drainage souterrain. Le problème, présentement, c'est que
on procède beaucoup au nivellement et au drainage sans même avoir constaté que peut-être en dessous, c'est sec. Les horizons du sol en dessous sont complètement secs et donc c'est un problème d'eau de surface qui ne rentre pas dans le terrain parce que la structure est dégradée. Et de vérifier ça, il y a un test très, très simple. Là. Je vais revenir tantôt au test, mais je vais vous montrer que le drainage souterrain, ça n'a qu'une seule fonction, hein, c'est d'abaisser la nappe d'eau. Donc, comme je le disais tantôt, entre les drains, la hauteur maximale de la nappe qu'on veut, c'est 24 pouces parce que c'est la profondeur, le volume de sol minimal que les plantes doivent avoir pour produire le rendement optimal. Donc, l'objectif du drainage souterrain va être de rabaisser la nappe toujours en bas de 24 pouces autant que possible. Mais le drainage souterrain ne devrait jamais servir à assécher la surface parce qu'on va se débarrasser de l'eau qu'on aurait besoin. Cette eau-là, il faut qu'elle rentre dans le terrain, il faut qu'elle soit retenue, absorbée par la matrice du sol, par les agrégats, en jouant une espèce de rôle d'éponge, là, si on veut. Et c'est seulement que l'excédent qui va rejoindre la nappe d'eau. Et lorsque la nappe d'eau monte suffisamment haute, là, le drainage souterrain se met en action. Mais pas avant. Donc, ça, c'est un principe qu'on a tendance à oublier, puis c'est malheureux parce que, comme je disais, le problème de structure, une fois qu'on pose les drains, la structure du sol entre les drains n'est pas réglée. Donc, c'est ça mon petit test. Puis ça, je vais passer rapidement. Là. C'est juste, je vais vous le raconter, c'est qu'avec une pelle, on creuse, puis préférablement avec les semis, puis on creuse à 30 pouces, puis on regarde l'eau qui rentre dans le profil, elle vient-tu des côtés ou elle vient du fond? Si ça vient des côtés, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de drainage souterrain, c'est un problème de nappe perchée. Autrement dit, probablement une zone de compaction ou de pulvérisation. Il faut absolument que, pour que ce soit un problème de drainage souterrain, il faut absolument que l'eau vienne du fond du trou puis qu'elle remonte à l'intérieur de 24 pouces de la surface. Beaucoup de champs n'ont pas besoin d'être drainés et encore plus vrai, beaucoup de champs n'ont pas besoin de drainer 2 fois. Là. Il faut faire, en tout cas, moi, je préconise beaucoup de faire le diagnostic au préalable. C'est très simple faire ça. Là. Ça prend 15 minutes, maximum une demi-heure, puis ça permet d'économiser pas mal d'argent. C'est un exemple de suintement à ses côtés. Le fond du profil est sec, mais l'eau se remplit par les parois. Le trou se remplit d'eau par les parois. Et ça, il n'y a pas de méthode qui peuvent remplacer le profil à pelle ronde pour constater ça. Parce que les profils, les sondages à l'intérieur de 4 pouces de diamètre, il est impossible de voir d'où vient l'eau. Quand l'eau remonte là, avec la flotte là, à l'intérieur du trou, on ne peut pas distinguer une nappe perchée d'une nappe phréatique. Ça, c'est une nappe phréatique qui remonte vers la surface, qui vient du fond du trou. Il y en a encore, mais c'est plutôt rare. D'ailleurs, je peux me permettre, je vois de plus en plus, moi, des nappes phréatiques qui sont basses au printemps. Ce n'est pas souvent un problème, la nappe phréatique trop élevée. La compaction, c'est un cercle vicieux. Plus on compacte, plus l'eau reste en surface. Plus l'eau reste en surface, plus on compacte, parce que ça resterait plus longtemps. Et c'est un cercle vicieux qui nous embête pour la correction parce que les champs qui ont besoin d'être décompactés sont les champs qui prennent le plus de temps à trouver l'état d'assèchement suffisant pour pouvoir être décompactés. Un profil compact d'un sol argileux, puis on voit en profondeur, vous voyez ici, c'est le bon côté, là, c'est qu'il y a une zone d'aération intéressante en profondeur dans le profil. Ça, on voit ça souvent, souvent, souvent. Des mottes avec des trous, des galeries de vers de terre qui ont fait de l'aération. Puis le tableau sur les types de compaction de surface se met de la boue profonde et naturelle. Il arrive aussi qu'on a de la compaction naturelle qui vient du fond du profil. C'est plutôt difficile à corriger ces problèmes-là. Mais je vais passer rapidement parce que je vois que le temps passe, puis j'arrive près de ma conclusion aussi. Donc, les rendements des cultures de tout type sont limités par une dégradation généralisée des propriétés physiques et biologiques des sols. Beaucoup et de plus en plus de variabilité à l'intérieur des champs.
La réussite des cultures et leur rentabilité dépendent d'abord et avant tout des compétences du producteur. Ça se fait par de la formation et des séances d'information aussi. Il faut d'abord qu'il y ait de l'intérêt. Un producteur qui comprend que ses rendements sont limités de cette façon-là, s'il veut s'améliorer, ben, il va s'intéresser à ces notions-là, puis la méthode du profil de sol aussi. Le transfert technologique, bon, on aurait des choses à améliorer de ce côté-là, puis je pense que le virage est amorcé de ce côté-là. On va avoir plus de ressources humaines pour faire du transfert en santé des sols. Puis là, ça, j'en ai parlé beaucoup. Les deux principaux problèmes que je vois, moi, dans nos profils de sol, là, mon expérience dans le champ, c'est soit qu'on a une absence de structure par la pulvérisation, des sols, en particulier des sols sableux, qu'on a trop travaillé, ou par des charges excessives des profils humides en sol argileux qui vont faire de la compaction. Fait que la porosité est réduite. On évacue présentement 85 des eaux de précipitation de façon horizontale. Ça devrait être l'inverse. 15 évacués horizontalement vers les fossés et 85 qui rentrent à l'intérieur du profil, qui s'infiltrent dans le profil. Il y a une confusion entre l'eau de surface et l'eau souterraine, égouttement et drainage. Ça, il faut falloir qu'on corrige ça éventuellement. Ça, je l'ai dit, drainage souterrain n'a qu'une fonction, vérifier le périmètre des champs aussi. Puis nivellement excessif, faites attention à ça de ce côté-là aussi, c'est sûr. Ça réduit l'infiltration. Ce qui, oui, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que les producteurs nous disent personne ne parle de ça. Bien, il va falloir commencer à en parler. C'est important. Et souvent, on tombe sur les années 2015, 2012. C'est des années avec le climat assez idéal. Donc, on ne voyait plus de problèmes. Mais c'est des problèmes à long terme. Hein? Donc, il faut s'attendre à ce que les années comme d'ailleurs 2020 et 2019 aussi, des années d'extrême comme ça, ben c'est là que les problèmes de sol ressortent. Tu sais, les problèmes, les champs avec des problèmes, quand le climat est idéal, ils ne ressortent pas. Juste un mot pour dire que c'est incroyable comment on peut transformer la structure d'un sol. Ici, à gauche, même l'homme argileux Kamouraska, l'homme argileux Kamouraska à droite aussi, mais 40 ans de mauvais traitement et 40 ans de bonnes pratiques, l'effet que ça peut avoir. Donc, ça passe par l'information puis les caravanes de santé des sols, comme on fait depuis avec mes collègues Bruno et Odette depuis plusieurs années maintenant, 7-8 ans, puis qu'on va intensifier aussi. C'est pas nous, ça va être la relève. Puis, la plus grande satisfaction, c'est quand on constate que les producteurs, vraiment, ils ont pigé la démarche, puis qu'ils améliorent eux autres mêmes, ils prennent ça en main, puis ils font les choses comme ici, les cultures de couverture, garder le sol couvert avec des racines vivantes, faire attention au passage, etc., réduire le travail du sol. Donc, j'ai passé rapidement pour la dernière partie, mais le profil de sol devrait être la première étape de tout plan de relance d'une entreprise agricole en ce qui me concerne. Ça ne se fait pas instantanément. Hein? Le changement des pratiques puis les résultats, c'est ce qui nous mêle un peu avec les producteurs. Ils font des changements de pratiques, puis ils s'attendent à une transformation de leur sol à l'intérieur d'une saison. C'est impossible, ça n'arrivera pas comme ça. L'oxygène, c'est la carence la plus fréquente. La santé des sols est un enjeu qui dépasse le cadre de l'exploitation agricole. Si on parle de séquestration du carbone, l'entretien des cours d'eau, ça c'est très, très pratique, l'érosion et pollution, etc. Les futurs progrès dépendent de l'accès des producteurs à une information de qualité. Et je termine là-dessus. Je pense qu'on peut avoir... Bonjour, Louis. Tu m'entends? Oui. Bon. Oui. Alors, tu as fini la présentation. Tu es prêt oui. pour notre période de questions? J'en ai oui. quelques-unes pour toi. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec la première parce que je vois le temps passer. Alors, la première question. Pour savoir où se situent les mauvais rendements, conseillez-vous de visionner une carte de rendement avant la sortie au champ? Bien, ça fait partie des... oui, la réponse est oui. Ça fait partie des outils de référence, des documents de référence qui peuvent être très utiles avant de se rendre au champ. Évidemment, oui. Ce n'est pas essentiel, là, mais c'est une des choses qui peuvent aider à localiser les zones. Oui, absolument.
Le producteur, évidemment, quand il est là, il faut qu'il soit là, parce qu'il peut raffiner aussi, il peut aller plus loin que la carte de rendement, expliquer l'historique, qui explique, par exemple, pourquoi que les rendements ne sont pas au rendez-vous dans certaines zones du champ. OK. Oui, alors, deuxième question. Dans ton exemple de champ de luzerne, celui qui était rond avec presque plus de luzerne, est-ce que le pH aurait pu être aussi le problème, puis pas juste la compaction? Oui, ça peut être ça peut être aussi ça peut faire partie du problème, là. Je ne me rappelle pas de ce cas-là particulier, là, mais je dirais que ça arrive assez souvent, hein, des luzernières qui survivent sur les drains seulement, même en 2020 d'ailleurs, là, un cas flagrant dans le comté d'Argenteuil, là, on voyait les drains tout le long du champ. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le pH. En fait, il y a des sols, même des sols calcaires, là, qui n'ont pas de problème de pH dans le sol, puis qui vont montrer cet effet-là. L'effet de compaction est plus fort que l'effet de pH. Merci. Troisième question. Y a-t-il des situations où les taches de rouille, là, de fer oxydé, ne sont pas un bon signe de la santé des sols? En fait, en général, quand les taches de rouille sont nettes, sont distinctes, sont facilement visibles, ce n'est pas un bon signe, en fait, parce que ça veut dire que l'aération est très, très limitée, puis elle se fait à long terme. Ça prend du temps, autrement dit. Et qu'en général, il y a un manque d'aération dans le profil. Si, au fur et à mesure que l'aération s'infiltre dans le profil, les marbrures sont plus diffuses et finalement, c'est toute la matrice du profil qui devient de couleur, disons, soit brun rouille, ou tu sais, même dans les argiles, on voit des différentes teintes de gris, là. C'est plus gris-brun quand c'est bien aéré et c'est plus gris métallique quand c'est mal aéré. Fait que, mais il y a des marbrures aussi. Quand il y a des marbrures, quant à moi, c'est un problème d'infiltration ou ça peut être un vestige d'une nappe d'eau qui a été drainée et qui reste encore quelques années comme ça. Mais ce n'est pas un bon signe d'avoir des marbrures. C'est pire quand c'est complètement gris, remarque, là, mais d'avoir des marbrures, c'est moins bon que d'avoir un profil aéré, oui. Merci. Prochaine question. Est-ce que nous devons adapter le type de culture à l'état de notre sol? Par exemple, si mon drainage est faible puis j'ai peu d'aération, ou c'est l'inverse? Nous devons adapter notre terrain aux besoins des cultures. C'est plus l'inverse, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas toutes les plantes à peu près fondamentalement les mêmes besoins. Hein. C'est pas vrai que tu peux, dans un sol pulvérisé, là, donc sans structure, tu peux semer certaines espèces fourragères plutôt que d'autres. Là. Je ne crois pas ça, moi. Puis il y a peut-être des petites différences, là, mais comme l'histoire du tillage radish là, qui devait décompacter, ce qui n'est pas vrai, là. Mais c'est vrai qu'en laboratoire, dans les essais, ils ont mesuré une capacité d'avancement, de pénétration des racines qui est plus forte avec le tillage radish qu'avec d'autres espèces de crucifères ou d'autres espèces de cultures de couverture. Mais de là à dire que ça va défoncer une zone de compaction, ça, c'est exagéré, là. Donc, moi, pour répondre à la question, je pense qu'on part du principe que toutes les cultures ont besoin de la même type de structure, du même type de structure. Ils n'ont pas de seuil minimum différent, là. Ils ont besoin d'un minimum, puis c'est à peu près pareil, peu importe l'espèce. Merci. Prochaine question. Quelle est la différence entre un sol pulvérisé qui ne semble pas souhaitable et un sol friable qui serait souhaitable? Oui. La différence, c'est la présence ou non d'agrégats. Quand on parle de friable ou structure grumeleuse, c'est qu'il y a beaucoup d'agrégats. Donc, ça se défait facilement en petites mottes, en petits agrégats de 2 à 5 mm de grosseur, idéalement. Là, ça peut aller jusqu'à 10, là, mais en gros, c'est de l'agglomération de particules minérales avec la matière organique en structure assez stable, des petites boules comme ça. Tandis que la pulvérisation, c'est quand les particules minérales sont réduites en poussière, autrement dit. Il n'y a plus d'agrégats. Donc, ça peut. Puis la différence, le résultat de la pulvérisation ressemble beaucoup au résultat de la compaction, sauf que ce n'est pas dur au couteau. Ce n'est pas forcément beaucoup plus dense. C'est juste qu'il n'y a pas plus d'aération, puis il n'y a pas plus de structure, puis l'eau a de la misère aussi. L'air a surtout de la misère à circuler.
Merci. Qu'est-ce qu'on recherche idéalement? De l'eau qui soigne des côtés du profil ou de l'eau qui remonte du fond en provenance de la nappe phréatique? Selon la situation, quel est le diagnostic concernant le drainage? Ben, quand on creuse puis on voit de l'eau qui soigne des parois du profil, puis qu'en dessous c'est plus sec, c'est un mauvais signe. C'est un problème, c'est un symptôme de problème, c'est sûr. C'est un diagnostic souvent de nappe perchée ou d'écoulement latéral, en tout cas, venant du haut de la pente. Bref, on ne veut pas ça, parce que ça veut dire que l'eau a de la misère à pénétrer de façon verticale vers la nappe d'eau. La destination de cette eau-là de surface, c'est la nappe d'eau. Ce n'est pas le drain, ce n'est pas le ruisseau, ce n'est pas le cours d'eau, c'est la nappe d'eau. Et on ne veut pas non plus une nappe de l'eau qui remonte du fond du profil. Si ça vient véritablement du fond du profil, ça, c'est un signe de nappe phréatique. Et si cette eau-là remonte à l'intérieur de 24 pouces, c'est la règle de pouce qu'on utilise pour dire que c'est une nappe qui est trop élevée. Ça, pour voir véritablement de l'eau, il faut que ça soit humide, évidemment, là, dans les conditions secs, on ne le voit pas. Quoique, quand c'est sec, on peut voir par la coloration du profil, comme on disait, les marbrures, etc., la teinte grise, on peut voir où la nappe d'eau revient au printemps. Parce que c'est au printemps que c'est plus facile à diagnostiquer les problèmes de drainage, parce que c'est au printemps que, règle générale, dans le cycle annuel là, hydrique d'un sol, que la nappe d'eau est plus élevée au mois d'avril qu'au mois d'août, évidemment. Bon, je vais prendre une dernière question, là, puis je vois l'heure passer. Les 24 pouces de profondeur de racines concernent-elles également les cultures maraîchères? Moi, je dirais que oui, parce que vous savez que cette humidité, cette eau-là, l'eau de drainage comme ça, ça va servir à l'alimentation des plantes, mais il y a toute l'eau qui est retenue par ce qu'on appelle la capacité au champ ou la capacité de rétention en eau utile, là, qui est dans le profil de sol en haut de 24 pouces. Et c'est cette eau-là qui doit être utilisée par les plantes. C'est sûr que les plantes, en général, la racine la plus profonde va aller rejoindre la nappe d'eau éventuellement. Puis ça va être une source d'abreuvement pour les cultures. Mais ce n'est pas disons, celle qui est à prioriser, selon moi. Mais moi, je ne fais pas beaucoup de distinctions, peu importe, culture maraîchère. Dans le lin est une grande culture qui a un enracinement plutôt très superficiel, en fait, mais c'est un peu la même logique qu'on utilise là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des racines qui vont descendre quand même, puis mais il ne faut pas que ça remonte. Il faut certainement éviter que l'eau de la nappe phréatique remonte à l'intérieur de 24 pouces. Mais le plus important, il faut qu'il y ait des agrégats qui puissent conserver de l'eau utile en haut du 24 pouces aussi. Bien, merci beaucoup, Louis, de toute ta belle présentation.